Fofana Junior. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Ouverture ce matin à Nairobi de la 6e conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD 6 qui se tient pour la première fois en Afrique. Lors de la cérémonie, le Sénégal a été cité parmi les pays qui ont offert leur générosité à l'expertise japonaise. Par ailleurs, le Premier ministre japonais a annoncé une nouvelle dynamique du partenariat avec la mobilisation du secteur privé de son pays. Envoyé spécial Oumar Nyinga. Pour une première en terre africaine, la TICAD a mobilisé les chefs d'État du continent autour du Premier ministre japonais. Dans ce partenariat vieux de 23 ans, il y a des pays comme le Sénégal qui ont offert leur générosité, donnant ainsi du courage au Japon. Les jeunes japonais sont fascinés par cette Afrique. Je vous présente Africa Scan. C'est une société qui a été créée par une japonaise partie travailler au Sénégal dans le cadre des volontaires japonais de la coopération internationale. Le Japon et l'Afrique ont donc bien des raisons de poursuivre le compagnonnage. Seulement, il faut donner plus de vigueur au partenariat par des investissements plus conséquents. Une enveloppe de plus de 30 milliards sur 5 ans a été annoncée à Yokohama. Force est de constater que 3 ans après, les résultats sont mitigés par rapport aux attentes et aux potentialités de notre partenariat. D'accord pour une nouvelle phase, le Japon s'engage. Pour une Afrique de qualité, résiliente et en sécurité, le gouvernement nippon entend mobiliser son secteur privé pour relever le défi du développement en Afrique. Depuis les 23 années qui nous séparent du commencement de la TICAD, le montant total du soutien mis en œuvre par le Japon se monte à 47 milliards de dollars. Aujourd'hui, avec l'implantation des entreprises japonaises, la relation entre le Japon et l'Afrique va entrer dans une nouvelle phase. 6e du genre, la conférence de Tokyo pour le développement de l'Afrique jette les bases d'un partenariat pour une prospérité en partage. Le président Macky Sall et ses collègues africains entendent veiller au suivi et à la mise en œuvre des recommandations issues de cette rencontre. Dans le cadre de cette rencontre, toujours lors des plénières, le président Macky Sall a posé la problématique de l'électrification du continent. En sa qualité de président du NEPAD, il a appelé le partenaire japonais à soutenir le fonds d'appui à l'électrification de l'Afrique. Les explications de notre envoyé spécial Oumar Nyinga. Devant le sommet, le président Macky Sall prend en charge une question cruciale. L'électrification du continent, indispensable au développement souhaité. L'électrification du continent constitue, à mon sens, une des priorités majeures. L'énergie, c'est la clé du développement. Tous les efforts de développement du continent seront vains s'il ne dispose pas d'une énergie abondante et compétitive. Le potentiel est énorme en Afrique. Paradoxe, le continent n'en profite pas. En posant le problème, le chef de l'État donne la solution. D'une part, l'Afrique éclaire les autres continents par ses ressources et reste elle-même dans l'obscurité. D'autre part, l'Afrique demeure le continent le plus affecté par le changement climatique, alors que sa contribution aux émissions de CO2 liées à l'énergie est la plus faible, devant atteindre seulement 3% en 2040. C'est pour sortir de ce cercle vicieux que, dans le cadre du suivi de la COP21, nous avons initié au sommet de l'Union africaine en juillet dernier à Kigali la création d'un fonds d'appui à l'électrification de l'Afrique qui est logé à la Banque africaine de développement. À ce niveau, je voudrais saluer les efforts de la BAD, tout comme ceux du groupe de la Banque mondiale dans les projets d'électrification en Afrique.
Nous voulons, à travers ce mécanisme, mobiliser les ressources nécessaires pour financer des projets de production et d'interconnexion d'électricité à grande échelle. J'aurais souhaité que sur les 10 milliards annoncés par le Premier ministre Abe, au moins qu'1 milliard soit réservé au fonds d'appui à l'électrification du continent et qui bénéficierait à la plupart des pays africains. Au nom du NEPAD, le président Macky Sall a salué l'esprit de coopération du partenaire japonais. Il a souhaité par ailleurs que les investissements attendus mettent l'accent sur les projets d'intérêt régional. Le Japon a octroyé un prêt concessionnel de près de 178 milliards de francs CFA au Sénégal, annonce faite à Nairobi lors d'une rencontre entre le Premier ministre japonais et le président Macky Sall, en marge donc de la TICAD 6. Parmi les projets ciblés, celui du dessalement de l'eau de mer sur le site des Mamelles. Nous retrouvons notre envoyé spécial Oumar Nyinga. La rencontre avec le Premier ministre japonais a été un moment fort. Autour de leurs délégations respectives, le président Macky Sall et Shinzo Abe ont eu des discussions fructueuses autour de la coopération bilatérale. Ainsi, en réponse à la requête du président Macky Sall, le Premier ministre Abe a octroyé un prêt concessionnel d'un montant de 134 milliards de francs CFA pour la réalisation du projet de dessalement de l'eau de mer sur le site des Mamelles, en plus des 41 milliards en soutien à la couverture maladie universelle et 3 milliards en faveur de l'accès à l'eau potable. Au total, près de 178 milliards sur la table. Le président Macky Sall a exprimé ses remerciements au Premier ministre japonais pour cette annonce importante en soutien au gouvernement du Sénégal. L'entretien avec le président du groupe de la Banque mondiale a été aussi d'un grand intérêt. Face à Jim Yong Kim, le président Macky Sall a salué la coopération extrêmement dynamique entre la Banque mondiale et le gouvernement du Sénégal, avec un portefeuille qui se déroule bien. La preuve par les efforts notés dans les secteurs comme l'enseignement supérieur, la santé, entre autres. La Banque mondiale va continuer à soutenir fortement les secteurs au Sénégal comme l'agriculture, les infrastructures routières et ferroviaires notamment. Jim Yong Kim a promis d'accompagner le Sénégal dans la dynamique de croissance forte enclenchée par le gouvernement du président Macky Sall. La santé fait partie des thématiques de la TICAD 6. Le président Macky Sall a pris part à un panel de haut niveau sur la couverture maladie universelle. Le chef de l'État y a fait une communication sur les résultats enregistrés au Sénégal avec un taux de couverture d'environ 50%. Nous retrouvons Oumar Nyinga. Les participants étaient loin dans le panel, mais il fallait donner plus de hauteur aux discussions sur un enjeu aussi important que l'amélioration de la qualité de la santé. Le rapport sur la protection sociale mondiale 2014-2015 montre que plus de 90% de la population vivant dans les pays à faible revenu n'ont pas accès à la couverture en matière de santé. 90%. Et que même les 10% bénéficiaires d'une couverture maladie, ces 10% perçoivent généralement des prestations limitées. Voilà pourquoi le Sénégal, avec les autres membres de l'initiative Diplomatie et Santé, continue de porter le plaidoyer pour la couverture sanitaire universelle à l'Assemblée générale des Nations unies. Ce discours n'est pas gratuit. Il vient d'un président qui a fait de son pays un cas d'école en la matière. La couverture maladie universelle est adossée sur un système de mutuelles au Sénégal. Des mutuelles de santé gérées par les populations elles-mêmes avec le soutien de l'État qui subventionne
les cotisations de chaque membre assuré à hauteur de 50% que l'État met à la disposition de la mutuelle. La couverture maladie universelle est complétée par d'autres initiatives en faveur de groupes sociaux vulnérables. Je peux citer le cas notamment de la gratuité des soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans, visant à réduire la mortalité infanto-juvénile. La gratuité de la césarienne pour les accouchements par césarienne et la gratuité de la dialyse pour les personnes souffrant d'insuffisance au sein de structures de santé, d'insuffisance rénale, vous aurez compris. Ces programmes de gratuité sont en cours aujourd'hui. Il y a également ce qu'on appelle le plan Sésame qui octroie des soins gratuits aux personnes âgées de 60 ans et plus. Et il y a surtout l'enrôlement gratuit dans les mutuelles de santé en faveur des personnes bénéficiaires d'un autre programme appelé Programme national des bourses sociales, bourses de sécurité familiale pour les familles très pauvres. Et enfin, il y a la carte d'égalité des chances qui donne droit aux soins de santé gratuits pour les personnes vivant avec un handicap. On n'est donc pas loin du compte. À ce rythme, l'objectif de couverture maladie universelle sera atteint à l'horizon fixé. En cumulant toutes ces... Le Sénégal devrait se retrouver aujourd'hui avec un taux national de couverture d'environ 50%. On se retrouve ainsi dans l'ambivalence du verre à moitié vide ou à moitié plein, qui nous rapproche dans tous les cas vers notre objectif de 75% fixé par la CMI à l'horizon 2017. Pour des systèmes de santé résilients, la TICAD peut compter avec le Sénégal, car les résultats enregistrés sont assez significatifs. Voilà pour les activités dans le cadre de la TICAD d'aujourd'hui. À présent, je vous fais lecture de ce communiqué du président Macky Sall adressé à son homologue Matteo Renzi, président du Conseil des ministres italien. Monsieur le Président, cher Matteo, je voudrais vous exprimer ma sympathie et ma compassion suite au tremblement de terre qui vient d'endeuiller votre pays ami. Au nom de mes compatriotes et en mon nom personnel, j'adresse mes condoléances émues aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Signé Macky Sall, président de la République. Justement, 3 jours après le violent séisme qui a frappé l'Italie, le bilan s'est alourdi à 290 morts. Sur place, les familles des victimes ont commencé à enterrer leurs morts. C'est un récit de Pape Bounatiao. Le bilan est désormais de 290 morts. Le séisme a littéralement rasé plusieurs villages italiens. Des corps seraient encore coincés sous les décombres et quelques 388 blessés ont été enregistrés. Les localités les plus touchées sont Arquata et Pescara del Tronto. Le président de la République, Sergio Mattarella, et le chef du gouvernement, Matteo Renzi, étaient sur place pour rendre hommage aux victimes. Ce samedi a été décrété jour de deuil national dans tout le pays pour saluer la mémoire des victimes. Tournée nationale, mais avant cela, avant de parler de cette tournée nationale du ministre de l'Élevage, cette information d'abord, le sommet extraordinaire de la CEDEAO qui vient de se tenir à Nairobi a endossé la candidature du professeur Abdoulaye Bathily comme candidat unique de la CEDEAO au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Nous parlons justement donc de cette tournée nationale initiée par le ministre de l'Élevage dans le cadre des préparatifs de la Tabaski 2016. Aminata Mbengue Ndiaye a séjourné pendant 2 jours dans la région orientale pour échanger avec les éleveurs et autres commerçants. Elle a saisi l'occasion pour parler des mesures prises par l'État pour faciliter le déplacement, des moutons. Tchorodieng.
C'est vers 18h30 que le ministre de l'Élevage et sa délégation ont été accueillis à l'entrée de la ville par autorités administratives et locales. Automatiquement, les visites de terrain ont démarré. Aminata Mengai s'est rendue à Djalali, village situé à 14 km de Tambacounda, où s'est établi un des plus grands éleveurs de la zone. De retour dans la commune, vers 21h30, le ministre a tenu à échanger avec l'ensemble des éleveurs de la zone. La séance de travail clôturée à 1h du matin. C'est des acteurs qui sont vraiment très positifs dans leur réflexion, très positifs par rapport à la demande du chef de l'État d'atteindre cette autosuffisance en mouton de Tabaski. Donc je pense qu'ils sont prêts, s'ils sont appuyés dans le domaine de l'alimentation, s'ils sont appuyés dans le domaine de la vaccination du cheptel, s'ils sont également appuyés dans l'accès aux terres. Parce qu'aujourd'hui, il faut obligatoirement que les éleveurs s'adonnent à la culture fourragère. C'est essentiel pour le développement de l'élevage. Le lendemain matin, cap sur Kidira, zone de transit des moutons qui viennent de la Mauritanie et du Mali. Ici, le ministre a fait part des mesures prises par le chef de l'État pour faciliter la tâche aux commerçants. C'est la raison pour laquelle nous avons été ce matin rencontrer les services de la douane, les services de police de frontières, la gendarmerie, de même que les services de l'élevage, parce que ce sont des étapes que doivent faire les opérateurs donc, avant de pouvoir sortir avec un laissez-passer normal. Cette tournée nationale initiée chaque année est devenue une tradition, une innovation de taille cette année. Les représentants des transporteurs et des commerçants font partie de la délégation. Ce qui m'a beaucoup le plus frappé, c'est au niveau du certificat sanitaire qui atteste que les animaux qui entrent dans notre pays sont attestés des animaux sains, ce qui rassure le consommateur. Nous remercions le président puisque ces instructions sont données pour que le ministre puisse aller en Mauritanie et au Mali pour amener les moutons pour le besoin de la Tabaski et à l'intérieur du pays. Et ça, nous faisons du transport. S'il y a le bétail, nous faisons notre travail aussi. Donc nous en félicitons le gouvernement du Sénégal. Et ensuite, le remercier de ses dispositions sur la lettre du circulaire du Premier ministre pour alléger le contrôle. Chaque année, plus de 350 000 moutons sont importés du Mali et de la Mauritanie. Le ministre de l'Élevage a la ferme conviction de renverser la tendance d'ici quelques années grâce à l'engagement de l'État et du dynamisme des acteurs du secteur. Les échos des vacances citoyennes à présent. La caravane s'est arrêtée à Eganga dans le département de Salémata. C'est pour visiter les champs tenus par des jeunes de la localité. Ils sont 200 à s'y activer grâce au soutien du PRODAC. Ibrahim Ndonga. Le retour triomphal vers la terre nourricière. Dans ce champ de production de semences de riz, 200 personnes s'y activent pour gagner leur vie d'une manière décente. Parmi eux, un jeune attire notre attention. Son nom, Jean Ndegan Bouban. Jean, quand même, est un modèle de réussite pour les jeunes de Eganga. Jean a eu à travailler en tant qu'agent, en tout cas dans les projets et programmes. Il a travaillé en tant qu'agent dans des institutions qu'on connaît ici dans la zone, dont je passe le nom. Aujourd'hui, Jean a décidé de retourner à la terre. Jean a décidé de retourner dans son village pour effectivement appuyer par rapport à son expérience les jeunes de sa localité. Et aujourd'hui, c'est le leader du GIA qui est en activité dans le village de Eganga. Nous tous ici derrière, nous sommes revenus vers la terre. Nous voulons travailler la terre et nous n'avons pas encore les moyens. Mais je pense qu'avec le PRODAC, nous pensons que c'est possible, que cela peut se réaliser, qu'on arrive, on peut les réaliser à partir de l'agriculture ici à Eganga même, sans partir ailleurs chercher du travail. Bienvenue à Eganga, un village habité par des bassaris dans le département de Salémata. Ici, le soutien du PRODAC est bien apprécié par les habitants. L'implantation des activités extra-DAC dans notre secteur est une interpellation lancée aux populations pour sortir de la précarité et de l'indigence. Nous avons bien compris cela et c'est pourquoi c'est un engagement sans faille et une détermination certaine qui nous anime. Un grand merci au président Macky Sall. Jamais un tracteur n'a été utilisé par les cultivateurs. C'est possible maintenant grâce à l'appui du PRODAC. Nous avons emblavé 47,97 hectares, dont 10,3 de maïs. Et ici, comme vous l'avez vu, le bas-fond est énorme.
Et en 2 mois, nous avons pu faire tout ce travail. 47 hectares sont emblavés par les exploitants, ce qui leur permet d'avoir des rendements satisfaisants. Avec les trentaines d'hectares de riz qui sont emblavés là-bas, les dizaines d'hectares de maïs qui sont emblavés dans ces zones-là, ils s'attendent quand même à un minimum de 100 tonnes de riz dans la zone. Et aujourd'hui, ce qui est rassurant surtout par rapport à ces riz-là, c'est que ce riz a trouvé déjà un client. Toute la production de riz de ce bas-fond et sur ces plateaux, en tout cas, est déjà commercialisée. Elle a trouvé déjà un client qui se trouve être un opérateur semencier. À Eganga, les potentialités ne manquent pas. Seul souhait des villageois, plus de soutien de la part des autorités pour davantage développer leur culture. Plus de formation, surtout sur le plan technique, sur la production du riz, sur la production des semences du riz, sur les techniques pratiques modernes des cultures, surtout la formation technique qui nous manque. À Eganga, les populations ont la chance d'avoir des terres fertiles qui s'adaptent à différents types de cultures, ce qui fait que le PRODAC envisage davantage de les soutenir en équipement. Objectif, renforcer leur productivité et augmenter du coup le nombre d'emplois dans la zone. Ce qui peut lutter justement contre l'immigration clandestine, le phénomène des migrations en Afrique donc pose de terribles dilemmes aux États face à la recrudescence des pertes en vies humaines liées à la migration irrégulière. L'urgence d'harmoniser les politiques de surveillance des frontières s'impose pour pallier les manquements au sein de l'espace CEDEAO. Ousmane Ndoye nous en dit plus. Le phénomène de l'immigration clandestine pose un débat, celui de la migration régulière et irrégulière. Aujourd'hui, l'urgence de poser le débat au plan national s'impose. Nous pensons fondamentalement que l'Afrique, le Sénégal ne pourra se construire que par ses fils. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de revenir et nous sommes en train d'œuvrer pour ça. Les autorités en charge de la question, au niveau national qu'international, ne se lassent pas de rappeler les fondamentaux de la migration régulière. C'est l'obtention d'un visa, donc de documents de voyage conformes. C'est également se mettre à la disposition de l'État du Sénégal, parce que l'État du Sénégal aussi, dans le cadre des FORA, a toujours défendu le principe de la promotion de la migration légale et du respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine, même dans le domaine des procédures de retour des migrants en situation irrégulière dans les pays européens. Donc le Sénégal est dans cette dynamique. Et si l'État du Sénégal est dans cette dynamique de promotion de la migration légale, c'est du point de vue d'une éventuelle ouverture, même si c'est une ouverture assez timide de l'Union européenne, mais également la possibilité pour les pays de l'Union européenne d'offrir des assiettes d'emploi. Il y a ce qu'on appelle un projet jeune professionnel, par exemple dans le cadre des relations entre le Sénégal et la France. Il y a ce qu'on appelle un projet jeune professionnel piloté par le ministère de l'Emploi, qui cible un certain nombre de métiers. Et ces métiers, souvent, on fait appel à des jeunes ici qui vont avoir des contrats là-bas. Et à l'issue de leur contrat, qui reviennent et l'expertise pourrait bénéficier aux Sénégalais. Nous, à l'OIM, notre priorité, c'est de sauver des vies. Donc, notamment sur la question de la traversée du désert, la traversée de la Méditerranée, la priorité, c'est de sauver des vies. Après, la priorité au Sénégal nous paraît aussi être la diffusion d'une meilleure information sur les questions de migration, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui tentent le voyage vers l'Europe sans vraiment avoir de bonnes informations sur les conséquences de cette migration. Au-delà des aspects négatifs et très déplorables de la migration irrégulière, il y a lieu de susciter une synergie d'action au sein des forces de défense en charge de la surveillance des frontières. Il faut de plus en plus qu'il y ait un équilibre entre l'architecture de sécurité de la CEDEAO et l'architecture d'intégration. Et là, c'est une question extrêmement difficile. Il faut promouvoir la libre circulation, mais il faut, à l'intérieur de cette libre circulation, assurer aussi la sécurité des personnes et des biens, ce qui semble antinomique, mais ce qui est possible, parce que les barrières géographiques, ça commence à revenir, mais vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que Schengen, le contrôle aux frontières a repris du fait de la question migratoire, mais aussi du fait de la montée de l'insécurité. Mais le retour de ces barrières géographiques ne doit pas remettre en cause les processus d'intégration. Donc le monde est de plus en plus confronté à ce dilemme. Assurer l'intégration des peuples, des économies, de la monnaie, mais accompagner ça
d'un dispositif sécuritaire fiable. L'État du Sénégal, en ce qui le concerne, ne cesse d'œuvrer pour une migration régulière, en phase avec les attentes de sa population. Toute la pertinence de la mise en place d'une direction générale des Sénégalais de l'extérieur. Au moment où je vous parle, nous devons être à peu près entre 600 et 700 Sénégalais qui ont été rapatriés depuis le début de l'année. À ces Sénégalais-là, on les organise dans leur territoire d'origine, essentiellement les régions de Tambacounda, de Kolda et de Ziguinchor, parce que la route migratoire par laquelle ils passaient, c'est la route de Tambacounda au Mali, en passant par le Burkina Faso. Ils arrivent au Niger, ils traversent le désert pour en fin de compte atterrir en Libye. Et le chemin inverse est repris. Donc nous en avons rapatrié plus de 600 ou 700. Donc on leur offre de la perspective en les organisant par rapport à leur centre d'intérêt avec nos partenaires au développement, notamment l'Organisation internationale pour les migrations. Aujourd'hui, il y a des expériences que nous tentons à Tamba et à Kolda. Mais au-delà de ça, nous avons également ouvert des bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi dans toutes les régions. Parce que l'aspect sensibilisation, information, orientation et encadrement occupe une place de choix dans le phénomène migratoire. Si les jeunes ne sont pas informés, si les migrants ne sont pas informés des possibilités et des perspectives qui leur sont offertes, il est évident que nous aurons du mal à atteindre nos objectifs. Et je pense que c'est beaucoup d'initiatives en même temps qui sont développées. Le Sénégal, un géant de la démocratie dans l'espace CEDEAO à travers plusieurs plans, dont le plan Sénégal émergent, propose de nombreuses alternatives crédibles à sa jeunesse. La plus récente en date, les domaines agricoles communautaires. Une manière de retenir les jeunes sur leur terroir et de leur permettre d'impacter considérablement sur la croissance économique. Un dossier signé Ousmane Douy sur la problématique de l'immigration clandestine. Suite de notre série de reportages sur le Haut Conseil des collectivités territoriales. Ce soir, nous vous présentons la clé de répartition des sièges des futurs hauts conseillers. Ils seront issus des 45 départements du pays. Maman Moussagnan nous en dit un peu plus. C'est une loi organique qui fixe le nombre de hauts conseillers à travers le Sénégal. 150 hauts conseillers vont former la nouvelle institution. Les 80 sont élus au suffrage indirect, les 70 choisis par le chef de l'État. Ils sont désignés pour un mandat de 5 ans. La répartition des sièges est définie par un décret. La région de Dakar, compte tenu de son poids démographique, se retrouvera avec 10 hauts conseillers dans le futur Haut Conseil des collectivités territoriales. La région de Diourbel aura 7 élus, issus des départements de Bambey 2, Diourbel 2 et Mbacké 3. Tandis que la région de Fatick se retrouvera avec 5 hauts conseillers, dont 2 pour le département de Fatick, 2 pour le département de Foundiougne et 1 pour Gossas. Les 6 hauts conseillers de la région de Kaffrine sont ainsi répartis, 1 pour Birkelane, 2 pour Kaffrine, 2 pour Koungheul et 1 pour Malem Hodar. La région de Kaolack aura 5 élus, avec pour Guinguinéo 1, Kaolack 2, Nioro 1, tandis que les 3 départements de la région de Kédougou, Salémata et Saraya se retrouveront avec chacun un seul élu. La région de Kolda aura L3 à 5 hauts conseillers à raison de 2 pour le département de Kolda, 1 pour Médina Yoro-Fula et 2 pour Vélingara. À Louga, il y aura 6 élus avec 2 pour chacun des 3 départements, Louga, Kébémer et Linguère. La région de Matam aura droit à 5 élus, 2 pour le département de Kanel, 2 pour celui de Matam et 1 pour Ranérou-Ferlo. La région de Saint-Louis élira 6 hauts conseillers répartis en raison de 2 pour chacun de ces 3 départements, Dagana, Podor et Saint-Louis. Sédhiou aura 4 élus, dont 1 pour le département de Bounkiling, 2 pour Goudomp et 1 pour Sédhiou. Pour la région de Tambacounda, Bakel 1, Goudiri 1, Kumpantoum 1 et Tambacounda 2. Alors qu'à Thiès, la clé de répartition donne Mbour 3, Thiès 3 et Tivaouane 2. La région de Ziguinchor aura 5 conseillers. On parle de plus en plus des risques RNBC. De quoi s'agit-il exactement? Ce sont des risques radiologiques, nucléaires, biologiques et chimiques. Cette nomenclature intègre même les explosifs. L'Union européenne a lancé une initiative pour appuyer 11 pays africains, dont le Sénégal. L'objectif est de permettre à ces pays de faire face à toute éventualité à travers des réponses coordonnées et fiables. 2,5 milliards de francs CFA seront dégagés par l'UE. Oumar Diaw.
Le monde d'aujourd'hui est de plus en plus secoué par des crises. Il est menacé par un certain nombre de risques, parmi eux les risques dits NRBC, plus connus des militaires. Nucléaire, radiologique, biologique et chimique, dont l'acronyme est NRBC. Si ces risques sont souvent naturels, on a noté des cas où ils étaient prémédités et donc intentionnels. Avec l'appui de l'UE, le Sénégal lance ce projet qui s'intègre dans l'initiative européenne de réduction des risques NRBC. C'est dans le cadre d'un appui à la création au niveau régional de centres d'excellence axés sur la gestion des crises épidémiques qui tournent autour de tous les agents, qu'ils soient chimiques, qu'ils soient nucléaires, biologiques et autres. Ebola a été pour la sous-région une grave menace, mais elle n'est pas la seule. Il faut se préparer en permanence et anticiper, c'est cela la prévention. Cette initiative trouve toute sa substance dans le fait qu'elle s'attaque à la prévention des risques, quelle que soit leur origine, criminelle, par sabotage, par accident, à l'occasion de catastrophes industrielles, notamment chimiques, nucléaires, lors de traitement, transport de déchets, mais aussi par voie naturelle. Les agents produisent des matières nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques peuvent avoir une grande capacité de nuisance et aucun pays n'est à l'abri. Ceci nous permettra de consolider nos éléments ou nos structures de réponse face à toutes les menaces, qu'elles soient de portée nationale ou internationale. Travailler entre nous, ça veut dire aussi communiquer, et communiquer entre nous, mais aussi communiquer vers le public. Cette communication vers le public est indispensable car il faut savoir pour avoir la bonne réaction. Le projet couvre 11 pays de la façade atlantique africaine, du Maroc au Gabon, avec un budget de près de 2,5 milliards de francs CFA. Coup de balai sur le littoral de Rufisque en acte citoyen posé par des jeunes de la vieille ville, une manière de participer à la gestion de la cité, un geste salué par le maire de la commune, nous dit Anne-Marie Gomis. En face de la mer, il ne semble guère se soucier du danger qui guette. De même que ses enfants qui s'offrent en toute tranquillité une partie de foot. Et pourtant, la mer avance. En 40 ans, la mer a avalé 50 mètres de plage. Le Grand Bleu détruit tout sur son passage. En plus de cette menace, il y a ce triste décor qu'offre le littoral de Rufisque. Une image peu reluisante que veulent effacer les jeunes de la vieille ville. La question environnementale, l'assainissement est la question numéro 1 à Rufisque. Nous avons des canaux ouverts, nous avons le littoral aujourd'hui qui est endommagé. C'est à nous, quelque part, d'être devant, de mobiliser nos jeunes frères, nos aînés, pour le bien de cette ville. L'acte est posé par des anciens du lycée Abdoulaye Sadji, des Rufisquois de l'intérieur et de l'extérieur, constitués en association pour participer à la gestion de leur environnement et au développement de leur terroir. Vous avez aujourd'hui une ville historiquement chargée qui, si l'on n'y prend pas garde aussi, risque de mourir. Nous avons la chance ici à Rufisque d'avoir une équipe municipale beaucoup plus cosmopolite qui a aussi compris notre démarche. L'édile de la ville venue participer à cet acte citoyen se dit fier et rassuré. C'est un plaisir d'être compris, enfin, parce que la ville là c'est leur ville et tout le monde tient à ce que Rufisque reste un élément du puzzle sénégalais. Mais si nous ne faisons pas attention, le lieu là c'est un indicateur. Imaginez tous ces bâtiments étaient à 200 mètres de la mer. Si nous croisons les bras, la ville va disparaître. Et nous ne tenons pas à ce que notre ville disparaisse. Au-delà de cette journée d'investissement humain, ces jeunes envisagent de répéter l'action au lycée Abdoulaye Sadji avant la fin des vacances et d'initier des activités de développement pour faire de Rufisque une vieille dame toujours belle. Nous restons à la plage pour ouvrir la série Carnet Vacances. Cette période, c'est aussi une fréquentation massive donc des plages, mais quand elles sont interdites à la baignade, il faut s'en méfier. Quel est le niveau d'information des populations par rapport aux interdictions? Quels sont les dispositifs sécuritaires mis en place par les autorités? Élément de réponse dans ce reportage signé Pape Bounetiaoua.
Des plages prises d'assaut par de nombreux baigneurs en quête de fraîcheur. Moment de détente qui peut vite tourner au drame, surtout quand le site est interdit à la baignade, comme ici à la plage Malika. L'affluence est grande. Des baigneurs inconscients vont à l'assaut des vagues dangereuses. Ici, il n'existe aucun dispositif sécuritaire, si ce n'est ce panneau d'interdiction à peine lisible. C'est interdit, mais peut-être si on avait une politique de dissuasion ou de sensibilisation, les enfants n'allaient pas se baigner. Parce que peut-être les parents ne sont pas au courant. Si la police était là ou la gendarmerie, peut-être on pouvait les dissuader, quoi. Mais sinon, depuis une belle durée, on met des panneaux et autres, mais les gens continuent à le faire. Peut-être c'est manque d'éducation ou d'information par rapport aux petits, quoi. Plage des parcelles assainies, même cas de figure, aucune indication d'interdiction à la baignade. Cette plage est pourtant réputée très dangereuse. Le danger, ce père de famille en est conscient. Il est venu avec ses 2 enfants faire trempette. Il ne les a pas lâchés tout au long de la baignade. Je sais que cette plage est interdite, le sable est mouvant. Bon, nous on vient juste se rafraîchir, hein? On ne va pas en profondeur, n'est-ce pas? Bon, c'est voilà pourquoi je tiens les enfants à la main, juste avoir quelques gouttes d'eau sur la peau pour se rafraîchir. Mais on ne va pas en profondeur, c'est ça. On aurait bien aimé quand même qu'il y ait un dispositif sécuritaire pour limiter les gens. Parce que tout le monde ici est au courant que vraiment cette plage-là, le sable est mouvant, c'est dangereux. À la plage de Koussoum, sur la corniche, la surveillance est assurée par un agent de la mairie qui veille sur les baigneurs. Il y a énormément d'enfants qui viennent ici, surtout à partir de 13 h. Au moment où on doit se détendre, nous avons des problèmes ici avec les enfants. Ils viennent ici, donc on est obligé de rester. Au lieu d'aller faire la pause, moi comme moi, je ne fais pas la pause. Je commence à 10 h, je descends à 18 h. Donc de 10 h jusqu'à 18 h, je suis là avec les enfants. On a beaucoup de problèmes avec les enfants. Pour rappel, les plages interdites à la baignade sont Soumédioune, Université, Mermoz, Virage, Almadi, Mamel, Institut Pasteur, Parcelles Assainies, Guédiawaye, Amo, Malika, Cap des Biches, Port Autonome, Anne, Sococim, Rufisque, Niayes et Bargny. En cette période de vacances, la sensibilisation et les dispositifs sécuritaires devraient être renforcés pour prévenir les noyades qui, hélas, écourtent tragiquement les vacances. Et pour aller à la plage, certains accessoires sont indispensables, comme les maillots de bain, les sacs et les chapeaux. Ils se vendent d'ailleurs très bien en cette période. Côté tendance, voyons ce qui est proposé par les vendeurs avec Aminata Mbengfal. Été rime avec chaleur, un changement du style vestimentaire s'opère. Du côté des jeunes filles, un tour dans différents magasins du centre-ville renseigne sur la tendance du moment. Crop top, haut léger sans manches, shorts ou jupes taille haute, entre autres, sont exposés. Actuellement, les habits tendance, on peut dire des surface style, des robes crayons, des jupes crayons, avec des bas larges aussi. Les tenues tendance à ce moment sont les robes en coton, avec les maillots, genre des jeans un peu légers, des jeans qui ne sont pas lourds, quoi. Sur les rayons, la plupart des articles sont en dentelle, plus adaptés à la chaleur. C'est la dentelle qui est à la mode. Il y a des shorts, crop top, ou tous en dentelle. J'ai mis un kimono en dentelle au-dessus. Ces tendances, en plus, cela permet de ne pas paraître vulgaire. On peut porter ça, donc et ça ne rend pas vulgaire. Tendance dentelle pour certaines, pour d'autres, tout ce qui est en coton est privilégié. Je préfère les trucs en coton, les débardeurs, les salopettes, les pantalons courts et puis les jupes en coton aussi. Voilà, c'est agréable à porter. Voilà. Du côté des vendeurs de prêt-à-porter, l'activité marche bien et chacune, en fonction de son porte-monnaie, peut s'habiller chic et classe. Les filles aiment bien s'habiller. Ici, les prix des articles sont abordables. Avec 20 000 ou 15 000 francs, on peut avoir une belle tenue. Chez les hommes, des t-shirts New Look font fureur en ce moment. Léger, en coton, de quoi mettre avec un jean léger ou un pantalon en kaki et le tour est joué. Ce
Ce sont les t-shirts légers avec des couleurs vives comme le jaune, le bleu, le rouge ou encore le saumon qui se vendent le mieux. Les blancs affairés, parce que c'est tendance. Les trop chauds, c'est des habits, c'est simple et c'est tellement joli. Hein, parce que c'est à la mode.